Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Philippot, président des Patriotes. Florian, comment vas-tu? Eh bien, Teddy, ça va bien. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Du coup, en ce moment, on a une actualité plutôt chaude et fournie. J'aimerais avec toi attaquer tout de suite avec la crise que nous vivons en Ukraine et notamment hier avec ce missile qui a malheureusement touché le sol polonais, tuant deux victimes civiles. Tout de suite, l'Ukraine, via Zelensky, a accusé évidemment la Russie d'avoir tiré le missile. Aujourd'hui, on apprend de la bouche des Américains que ça serait un missile ukrainien de leur défense. Quel est ton regard justement sur tout cela? On voit que une partie du camp occidental fait tout pour nous emmener vers une probable troisième guerre mondiale. Ah oui, là, je crois qu'on a eu un exercice grandeur nature, en fait, de ce que pourrait être une provocation pour nous entraîner vers la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a les faits en eux-mêmes que tu as rappelé, hein, donc un missile alors, de fabrication russe, parce que l'armée ukrainienne, à la base, a beaucoup de matériel russe, tout simplement, qui est tombé malheureusement en Pologne, tuant 2 personnes. Bon, tout ça est malheureux. Ça, ce sont les faits. Et puis l'interprétation des faits. Hier soir, moi, je regardais un peu les réseaux sociaux et donc ce qui se passait sur les. Je regardais pas les chaînes info parce que je regarde jamais, mais je voyais les comptes rendus sur les réseaux sociaux. C'était l'hystérie. C'est-à-dire que c'était immédiatement la Russie, forcément la Russie, tout de suite. Notamment tous les pays baltes, les pays d'Europe de l'Est, bien sûr Zelensky, tu l'as dit, mais aussi quelques sources américaines. Et puis j'ai vu la présidente de la commission de défense du Bundestag allemand aussi, hein, qui était complètement hystérique. On dit, ça y est, la Russie attaque la Pologne, donc l'OTAN, donc il faut riposter. Oui, mais ça veut dire la Troisième Guerre mondiale. Si l'OTAN riposte face à la Russie, puissance nucléaire face à puissance nucléaire, ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Et à mon avis, les résultats ne seraient pas beaux à voir. Donc il y a eu vraiment une volonté de se jeter dessus et c'était présenté donc comme un acte effroyable d'agression contre la Pologne, de morts, etc. Et puis finalement, quand on a appris dans la nuit que, oui, la version russe était plutôt la bonne, c'est-à-dire qu'en fait c'était très probablement, alors soit un accident, une arme, en fait une défense, un missile de défense ukrainien qui visait donc un missile russe et qui est tombé côté polonais de la frontière. Bon, voilà. Soit c'est même pire que ça, une opération sous faux drapeau, une tentative de Zelensky, donc en attaquant la Pologne, de mettre ça sur le dos de la Russie. C'est pas totalement impossible, hein. Mais dans tous les cas, ça n'est pas la Russie. Et là, on nous dit, ce matin, on nous dit, finalement, c'est un petit incident. Vu qu'on a compris que c'était Zelensky qui était derrière, c'est pas si grave que ça, passons à autre chose. Donc, non, mais on voit bien dans quelle propagande on est embarqué depuis le début. Ça valide ce que nous disions, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un clan qui veut la guerre à tout prix et qui est complètement dingue, complètement irresponsable. Le problème, c'est que nous, on est dans la même alliance que les pays baltes et les pays de l'Europe de l'Est, avec l'Union européenne et avec l'OTAN, et que donc potentiellement, si on était embarqué dans leur guerre, dans leur hystérie, on devrait les suivre. Et ça, je pense que c'est totalement contraire aux intérêts de la France. Surtout qu'on a appris que via l'Union européenne, l'aide à l'Ukraine allait être, on allait donner une aide supplémentaire à l'Ukraine. Biden a demandé hier au Parlement américain, pareil, de redonner une grosse enveloppe. On sait en même temps que l'armée française ne pourrait tenir que 70 km de front en cas de guerre, qu'on n'a que 2 jours de munitions. Donc je vois pas trop l'intérêt pour les puissances entre guillemets occidentales, parce qu'est-ce qu'on peut encore les appeler puissances? Pourquoi chercher une guerre dans laquelle ils n'ont pas les moyens finalement de la faire, à part par procuration? C'est-à-dire que nous, on n'a clairement pas les moyens, effectivement. Tu rappelais les chiffres, ils sont édifiants. C'est le résultat de 30 ans d'affaiblissement du budget militaire. Et on en est là aujourd'hui. On est à l'os. On est à l'os. Il y avait un reportage de Mediapart sur nos soldats de l'opération de l'OTAN en Roumanie en disant ils ont faim, ils ont froid. Enfin, c'est indigne. C'est totalement. Et en plus, c'est dangereux pour la défense du territoire national. Nous, on n'a pas les moyens, mais les États-Unis, ils les ont. En fait, je ne dis pas les États-Unis en général, parce que je pense que le peuple américain n'a pas du tout envie d'une guerre. Je pense qu'il y a plein de responsables politiques américains qui n'ont pas du tout envie d'une guerre, on le sait bien. Mais il y a des néoconservateurs, des faucons américains qui ont envie d'une guerre et qui utilisent Zelensky comme un pantin pour cela depuis le début.
Eux ont les moyens, et en plus ça tomberait bien pour eux parce que ça ne se ferait pas sur leur sol, ça se ferait sur le sol des pays du continent européen. Donc c'est ça en fait qu'il faut chercher. Nous, on n'en a pas les moyens, eux en ont les moyens, et en plus, ça serait chez nous. Donc pour eux, c'est gagnant-gagnant. Ils nous vendraient des armes, ils pourraient récupérer toutes nos industries, etc. C'est aussi l'affaire énergétique, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je crois qu'il y a un plan américain qui se dessine de plus en plus clairement derrière tout ça. Justement, je rebondis là-dessus. Tu parles des Américains. C'est vrai que le peuple américain, on avait l'air, avant les élections de mi-mandat, qu'ils étaient plutôt contre. Et finalement, là, même si on n'a pas encore les résultats définitifs, parce qu'apparemment les démocrates mettraient beaucoup de temps pour compter tous les bulletins, mais on attendait tous quelque part, et on souhaitait une victoire du camp Trump pour justement se diriger vers une paix. Finalement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc finalement, Biden va pouvoir poursuivre, parce qu'il y a aussi dans le camp républicain quelques traîtres ou quelques pro-guerre, donc ça va être plus difficile que prévu. Alors, oui, c'est vrai et non. Alors oui, parce qu'effectivement, la victoire républicaine est beaucoup moins nette que ce qu'annonçaient les sondages. Alors, a priori, les républicains ont gagné la Chambre des représentants quand même, qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas le Sénat. Ce qui aurait été très bien, parce que s'ils avaient eu le Sénat plus la Chambre des représentants, ils auraient donc eu le Congrès tout entier, donc ça aurait pu faire blocage, veto par rapport aux décisions de Biden. Ceci dit, ils pourront déjà quand même lui mettre des bâtons dans les roues en ayant la Chambre des représentants par rapport à la situation précédente où il n'avait rien. Alors après, non, parce que déjà cela, mais aussi parce que même dans le camp démocrate, ça commence à se fissurer. Il commence à y avoir, sous pression en fait, des électeurs, hein, des Américains qui en ont ras-le-bol, hein, il commence à y avoir des démocrates qui demandent à Biden d'arrêter de fournir de l'argent, des armes, etc. Il y a eu l'autre jour une lettre de 31 élus démocrates à Biden. Alors, ils se sont rétractés 3 jours plus tard parce qu'il y a eu une forte pression, etc. Enfin, malgré tout, c'est le signal de quelque chose. Donc, je pense, on le voit dans les sondages, que l'opinion publique américaine va faire de plus en plus pression pour qu'on arrête la fuite en avant. Et d'ailleurs, dans cette affaire polonaise, on remarquera que Biden n'a pas sauté sur l'occasion. Il a plutôt dit, soyons prudents, ça n'est pas forcément la Russie. Et maintenant, il dit clairement que ça n'est pas la Russie. Donc, on sent quand même qu'il y a une certaine retenue qu'on ne trouvait pas il y a encore quelques mois dans ce camp-là. Et c'est plutôt encourageant. Voilà. Il faut faire attention, mais c'est plutôt encourageant. Après, vu l'état de M. Biden, ça va être compliqué pour lui. Oui, quand on dit Biden, c'est un mot générique maintenant, parce que ce n'est pas la personne qui s'appelle Biden, parce que je pense que cette personne-là décide plus grand-chose elle-même. C'est, disons, les gens qui utilisent le personnage président des États-Unis institutionnel Biden. Juste un dernier mot sur les élections, mais je ne vais pas en dire trop, parce que sur YouTube, on ne peut rien dire là-dessus. Mettons quand même un point d'interrogation circonspect sur les résultats dans certains cantons, enfin certains comtés plutôt, et États américains, parce que effectivement les démocrates parfois mettent 5-6 jours pour décompter les voix et ça pose question. Et en plus, on ne peut pas en dire plus malheureusement, on le sait bien. Mais tout le monde nous aura compris. Mais on a pu voir aussi qu'un démocrate avait été élu alors qu'il avait été mort depuis, enfin qu'il était mort depuis un mois. On a pu voir aussi une élue démocrate être élue avec plus de voix que finalement qu'il y avait de votants. Donc c'est toujours compliqué, les élections américaines. Et Trump doit parler d'ailleurs dans quelques jours. On verra ce qu'il va annoncer, puisque finalement, la victoire que lui-même attendait n'est pas si flagrante que ça. Alors, il a quand même déjà annoncé sa candidature. Hein. Ça y est, il l'a dit, à la présidentielle américaine. Il va y avoir au sein du Parti républicain, je pense maintenant, une guerre claire entre les partisans de Trump et les partisans de Ron DeSantis, qui lui a brillamment regagné la Floride comme gouverneur avec 20 points d'avance sur son candidat, son concurrent démocrate. Et DeSantis m'apparaît par ailleurs très solide. C'est quand même celui qui a été le porte-voix des défenseurs de la liberté pendant tout le Covid. Et donc, c'est plutôt encourageant que lui ait été brillamment réélu dans un État qui, auparavant, n'était pas un État républicain. C'était un État qui était toujours un État qui passait d'un camp à l'autre. C'était un État instable. Maintenant, c'est un État solidement ancré dans le camp républicain grâce à DeSantis. Justement, je rebondis sur lui. Lui, pendant la crise sanitaire, on va dire qu'il a défendu toutes les libertés. Il a fait différentes lois pour interdire les masques, interdire le confinement, si je ne dis pas de bêtises. En France, on voit qu'on a une crise dans les hôpitaux.
Pourtant, on a toujours 15 000 soignants qui ne sont pas réintégrés, sans parler des 8 000, je crois, quasiment pompiers. Pourquoi? Et le gouvernement lance des grands plans d'urgence. On voit plusieurs affaires où des gens attendent beaucoup trop longtemps dans les services d'urgence et finissent malheureusement par mourir, hein. On voit des différents cas dramatiques depuis plusieurs semaines. Pourquoi le gouvernement ne les réintègre toujours pas? Alors, on est maintenant dans l'idéologie, je dirais presque la méchanceté, en fait, pure et simple. L'espèce de méchanceté, perversité macroniste qui consiste à dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, et même si on sait que maintenant on a eu tort, on va quand même pas changer la décision parce qu'on a envie d'avoir raison et qu'on a envie de vous faire mal. C'est le même registre que quand Macron disait j'ai envie de j'ai envie. Il n'a pas simplement dit je vais emmerder les gens, il a dit j'ai envie de les emmerder. Il faut bien retenir le début de la phrase. Il y a une espèce de perversité là, de sadisme, et on est vraiment là-dedans. En plus, vous imaginez tous ces médecins de plateau Covidis qui ont inondé les plateaux pendant 2 ans, les plateaux de télé, en nous disant évidemment qu'ils doivent se faire vacciner parce que ça empêche la transmission et blablabla, et qui maintenant sont démentis par les faits scientifiques. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont bien trop orgueilleux, peut-être bien trop corrompus pour certains d'entre eux, pour pouvoir revenir en arrière. Donc il y a tout ça qui s'ajoute, ce qui fait qu'on est dans l'irrationalité pure. On se prive de 15 000 soignants, médecins, personnel administratif pour l'hôpital, alors qu'on a des besoins gigantesques. Il y a des gens qui ne sont plus soignés, qui ne sont plus pris en charge. Il y a des gens qui crèvent de faim à l'hôpital parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Là, je lisais juste avant une histoire de 2 bébés, dont un qui est mort parce que des prématurés, il y en a un des deux qui n'a pas été pris en charge à temps. Enfin, c'est le Moyen-Âge, quoi. Et c'est donc criminel de ne pas les réintégrer. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Ne pas les réintégrer, vu l'état de l'hôpital aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune justification, c'est criminel. Et on sera bientôt le dernier pays au monde. Il reste la Grèce avec nous, mais apparemment en Grèce, c'est fini à la fin de l'année. Donc c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il faut. Là-dessus, c'est quand même un cas d'école de ce qu'un pouvoir déconnecté du peuple peut produire de pire, voilà, de plus horrible. Et ça doit rester quand même dans les mémoires collectives pour que ça ne se reproduise absolument plus jamais. Et pourtant, si on écoute le ministre de la Santé qui disait hier ou avant-hier qu'une personne par jour meurt du Covid et qui aussi réincite les Français. Une personne toutes les 10 minutes, il a dit. Toutes les 10 minutes, bah, ouais. Encore mieux, enfin mieux ou pire. Et puis, on voit qu'ils essaient de réinciter les gens à faire cette fameuse 4e dose, alors que dans les chiffres, les Français ne se font plus du tout vacciner. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures. À la fois, il nous dit qu'il y a une véritable urgence et à la fois, on a 15 000 soignants qui n'attendent que ça. Oui, c'est totalement incompréhensible. Alors, il nous dit, mais de toute façon, c'est epsilon, ça ne changerait rien. Enfin, ça ne réglerait pas tout, bien sûr. Enfin, prenons-les quand même. Je veux dire, soyons pragmatiques. S'il en manque, d'autant qu'on mesure mal l'impact de cette obligation vaccinale Covid. Non seulement ça nous prive de 15 000 personnels dans l'hôpital, soignants, médecins, personnels administratifs, mais en plus, ça dissuade des jeunes de s'embarquer dans cette vocation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui voudraient devenir soignants ou médecins, mais qui ne veulent pas subir l'obligation vaccinale Covid, qui ne veulent pas se faire vacciner. Et donc, eux, on les perd. Résultat, ils ne vont pas dans le métier. Mais c'est la même chose d'ailleurs pour devenir pompier, ou militaire, ou gendarme. Donc, par toutes les professions où on a mis l'obligation vaccinale Covid, où on la laisse, on perd des vocations, en plus de perdre les personnels actuellement suspendus. Vous voyez? Donc, c'est un double effet, en fait, très, très, très pervers. Quant au chiffre qu'a donné Braun, le ministre de la Santé, 1 mort du Covid toutes les 10 minutes, moi, je l'ai immédiatement débunké, comme on dit. Enfin, c'est-à-dire qu'il est faux, ce chiffre. C'est plutôt 1 toutes les 30 minutes en ce moment en France. Donc, c'est 3 fois moins. Et je vois que maintenant, même France Info, les vérificateurs de faits, là, ont commencé à faire le boulot avec 5 jours de retard. Enfin, ils ont quand même, pour une fois, fait leur boulot concernant le gouvernement. Braun a menti, voilà, il veut créer la panique, tout simplement, comme d'habitude. Tu as parlé des pompiers, des militaires ou même de la police. On voit que tous ces secteurs du service public soit se mettent en grève, râlent énormément. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Twitter. On voit que finalement, tous les services publics français sont touchés, n'ont absolument plus de moyens. Il y a un cri du cœur de tous ces gens-là qui ont envie, parce que le service public, c'est servir l'autre. Et on voit que le gouvernement ne fait absolument rien, que depuis 30-40 ans, on a laissé ça à l'abandon. Et on se dirige vers des temps très difficiles. Comment expliquer justement qu'il n'y a plus aucun finalement service public qui fonctionne correctement?
Ah bah ça, je pense que c'est extrêmement volontaire. Je pense que tu sais, un service public, quand il est démantelé, un service public, c'est toujours un marché. Et quand il est démantelé, prenons la santé, c'est le premier budget de France, la santé, le budget social est supérieur au budget de l'État. Si ça n'est plus le public qui s'en occupe, le service public, ce sont d'autres acteurs qui s'en occuperont. Enfin, il faudra payer cher et ce sera très inégalitaire. Mais ce seront des assurances privées, des fonds de pension, les BlackRock, etc. Pareil pour la sécurité. Si on n'a plus de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Soit les gens vont se faire auto-justice, auto-défense, etc. On peut le comprendre, hein, c'est logique, hein, mais enfin, c'est quand même pas très civilisé. C'était pas le but quand même d'avoir. Si on a créé des polices et des gendarmeries, c'est justement pour éviter ça. Et puis sinon, ils vont faire appel à des sociétés de sécurité privées. Bon, pour ceux qui ont les moyens en tout cas. Pareil dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et donc, c'est une privatisation sans le dire. C'est une extension du marché. C'est la logique néolibérale. Voilà. C'est pour ça que ça correspond à tous les gouvernements qu'on a depuis effectivement une trentaine d'années. Que c'est très derrière, il y a une très forte pression de l'Union européenne en ce sens, hein, par toutes ces directives qui a cassé les uns après les autres tous les services publics, y compris l'énergie, hein, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment, hein, et qui veut d'ailleurs privatiser nos barrages hydroélectriques, etc., etc. Donc c'est consciencieusement fait, minutieusement fait, dans une optique de servir quelques-uns au détriment de l'intérêt général. C'est tout simplement ça. Il serait temps que les gens réagissent très fortement parce que c'est leur bien commun qui est en train de s'évaporer. Justement, il y a un plan européen pour détruire EDF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a un sénateur qui a révélé, hein, qui a eu accès à tous ces documents où l'Union européenne souhaite tout simplement la fin de EDF, qui a déjà quelque part commencé, hein, ce qui explique aussi en partie le prix que les gens vont malheureusement payer là cet hiver. Peux-tu nous en parler un peu plus justement sur EDF qui risque bientôt de disparaître? Oui, alors EDF est déjà très cabossé par toutes les directives européennes depuis 1996, ça a commencé. Et puis le démantèlement, puis les choix politiques de ne pas investir dans le nucléaire, etc. Donc, enfin, tout ce qu'on sait. Donc EDF a été progressivement amoché, on a créé des faux concurrents, une concurrence parasitaire qui n'a aucun sens et qui l'a appauvri. Bon. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que l'État veut mettre le coup final, en fait, le coup fatal. Et le faire de manière très perverse parce que ça va se faire via une nationalisation. Donc on se dit nationalisation, normalement, c'est dans l'intérêt collectif. Bon. Et en fait, c'est nationalisation pour prendre le contrôle et pour avoir les mains libres de le tuer. C'est ce qu'a compris, c'est ce qu'a découvert en fait un député qui s'appelle Philippe Brun. Et il y a tous les épisodes de son enquête actuelle qui sont relatés dans Marianne, donc j'invite tout le monde à les lire. Chaque semaine, on en apprend davantage, parce que les grands médias n'en parlent pas. Hein. Et lui, il est allé utiliser son pouvoir de contrôle de parlementaire. Il est allé directement dans les bureaux de Bercy. Il a demandé, il a exigé les documents sur EDF. Les parlementaires ont le droit de faire ça, mais il n'utilise jamais ce droit. Lui, c'est bien, il l'a fait. Et il a découvert que Bruxelles était en train de négocier avec le ministère français de l'économie 4 scénarios possibles d'EDF pour l'avenir, après la nationalisation. Et dans les 4, il nous a dit ça va du démantèlement à la disparition pure et simple. Voilà. Où en fait l'État garderait le nucléaire, enfin, tout ce qui est cher et qui ne rapporte rien, les gros investissements, et vendrait, mettrait sur le marché public coupé en plusieurs morceaux toutes les activités rentables comme les barrages, etc. Donc, plus du copinage, parce qu'apparemment, il y a certains, par exemple le mari de Pécresse qui serait nommé à la tête de énergie renouvelable, des choses comme ça, enfin, des choses assez glauques. Donc, on est dans une espèce de nouvelle affaire Alstom, mais en bien pire, en x10, parce que EDF, c'est le patrimoine commun des Français. Ça a été créé en 1946 après la guerre. C'est une grande entreprise publique. C'est une entreprise qui a été le numéro 1 mondial. Je crois qu'il est encore aujourd'hui numéro 2 mondial de l'électricité, qui a été innovante, qui a fait tout le programme électronucléaire français, qui a fait les barrages, etc. Donc c'est un crime, c'est une haute trahison monumentale, avec toujours comme complice évidemment l'Union européenne. Ce qui va nous amener de faire quoi dans une crise énergétique qu'on connaît déjà, mais qui va bien évidemment avec la disparition de EDF va grandir encore plus. Et en parallèle, on commence à voir dans les médias et notamment BFM avec leur fameuse émission qui est passée lundi soir, BFM 2050, qui a d'ailleurs très très mal marché. Qui était ridicule. Qui était ridicule. Tu as vu, ils avaient tous les cheveux blancs. C'était les mêmes, les journalistes russes Toussaint et tout, avec des cheveux un peu blanchis, c'était d'un grotesque. Je ne me suis pas infligé toute l'émission, mais j'ai dû regarder quelques extraits.
Et on commence à voir cette promotion pour le fameux pass carbone, que tu en parles depuis des semaines, voire des Ouais. mois. Ça arrive à grands pas, bien plus vite que je pense que les Français pensent. Le pass carbone qui sera encore un petit peu comme le pass sanitaire, une véritable catastrophe, et ça divisera encore plus les gens. Il y aura les gens qui auront les moyens de prendre l'avion et de profiter, et puis il y aura les autres qui n'auront pas le choix. Sûrement de revendre des points, un petit peu, peut-être du droit. Quel est ton regard sur justement ce pass carbone qui arrive très vite? Oui, c'est toute la logique des passes, en fait, de la société des passes et des QR codes, etc. En fait, le pass carbone, en un mot, en deux mots, c'est quand tu achètes quelque chose, un bien ou un service, à la fois tu payes en euros classique, mais en même temps, tu payes en crédit carbone et tu as un quota qui diminue d'ailleurs chaque année. Et on te dit, bah là, il te reste tant de quota. Et quand tu arrives à zéro, tu n'as plus le droit d'acheter le produit que tu voulais acheter qui est émetteur de carbone, enfin, dont la production a suscité du carbone. Et donc, en fait, c'est un autre moyen de réguler la consommation. Sauf que si tu n'as plus de points, mais que tu as de l'argent, sur un marché carbone, tu pourras racheter des points pour avoir de nouveau le droit, par exemple, de prendre l'avion, d'acheter de la viande, enfin, toutes les activités réputées dépenser beaucoup de carbone. Donc, en fait, les pauvres se baladeront et se déplaceront en charrette et mangeront les insectes des sociétés de M. Bill Gates, qui a beaucoup investi récemment là-dedans. Et ça tombe bien parce que l'Union européenne vient de donner le droit en Europe aux gens d'acheter pour leur consommation personnelle des insectes. Donc, vous voyez, tout est bien organisé. Et de l'autre côté, les riches, eux, ils pourront prendre l'avion autant de fois qu'ils veulent, ils pourront manger de la viande comme ils le souhaitent et faire des barbecues dans des plaises de Mme Rousseau autant qu'ils le souhaitent. C'est exactement cette société-là. Donc, c'est à la fois une espèce de société liberticide et c'est une société en plus très inégalitaire et de caste. Ce qui est exactement la même chose que les QR codes du pass sanitaire. Hein. Évidemment, les ministres, etc., n'ont jamais été soumis au pass sanitaire. Hein. Pour les quelques-uns qui ont cru ça, bien évidemment que non. Eux ne montraient pas leur pass sanitaire en rentrant dans un restaurant ou en faisant une autre activité. Donc, c'est tout à fait cette caractéristique. Et en plus, c'est tellement hypocrite parce qu'on vous dit si vous refusez ça, c'est que vous êtes anti-écolo. Alors que c'est totalement bidon parce que ce système-là, c'est pour justement ne rien changer. C'est-à-dire qu'on continue avec le monde du libre-échange, on va aller produire à des milliers de kilomètres, ce qui est hyper pollueur. Hein. Donc on continue avec ce monde-là, qui lui, pour le coup, est très destructeur, très pollueur, qui pollue en plus les océans, etc. Mais on vous ajoute le passe carbone, comme ça, on dit on a fait l'écologie. Alors que moi, je prône l'inverse. On garde la liberté, on garde l'égalité aussi entre les gens, pas besoin de passe. Mais par contre, on réforme profondément l'organisation du monde. Et on va vers un monde de circuits courts, de production locale, de relocalisation, de rapatriement des activités. On va de plus en plus vers de la qualité, etc. Et on arrête les traités de libre-échange, par exemple. Vous voyez, et on déplastifie, on a beaucoup de choses à faire. Déplastifier les mers et les océans, c'est un énorme chantier. C'est un chantier passionnant, mais c'est un chantier nécessaire, qui pourrait d'ailleurs créer beaucoup d'emplois. Voilà, bon, on fait à peu près l'inverse de ce qu'il faut faire, mais ça ne m'étonne pas, c'est la gouvernance mondialiste. Hein. C'est tout simplement la gouvernance mondialiste. On pourrait aussi mêler le pass carbone à l'euro numérique aussi. En fait, c'est une sorte de pack d'un contrôle soft ou pas d'ailleurs de la population. D'ailleurs, il y a le G20 qui est en ce moment. On a vu bizarrement que Bill Gates, tu en parlais, était présent. Que Klaus Schwab, toujours dans les bons coups, si je peux dire, était aussi présent. Il a même donné une conférence cette nuit, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou aujourd'hui. Donc on voit que tout l'agenda se met en place. Et il va falloir, bien évidemment, que les différents peuples, mais notamment les Français, se révoltent fort contre ça s'ils ne veulent pas. Parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'ils mettront ça en place, ça sera compliqué de revenir. Voilà. Alors, c'est vrai que tout ça est hyper cohérent. L'euro numérique, c'est une monnaie de banque centrale. Donc, en fait, vous avez vos comptes directement dans la banque centrale européenne. Et en fait, ils produisent des euros qui peuvent piloter intégralement. Il n'y a plus d'argent liquide. Et ils savent chaque euro où il va, dans quelle dépense il va. Et ils peuvent même programmer à l'avance un euro éphémère. Cet euro-là, vous l'avez 6 mois sur votre compte, après il s'autodétruit. Ou cet euro-là, il peut aller que vers des activités de service ou que vers des achats alimentaires. C'est vraiment un pilotage fin et donc tyrannique des gens et de leur vie, quoi. C'est exactement ça, l'euro numérique, la monnaie numérique de banque centrale, que je ne confonds pas avec les crypto-monnaies qui sont autre chose et qui peuvent être salutaires à condition qu'il n'y ait pas de bidonnage comme FTX, Oui. qu'on sécurise les choses. En tout cas, effectivement, cette gouvernance mondialiste, elle est très cohérente. C'est l'identité numérique, c'est tous ces passes, ces QR codes, ces monnaies numériques de banque centrale
tout ça fait sens dans leur monde. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent totalement à leur fin? Pas totalement. On voit bien que malgré tout, la révolte contre les passes sanitaires et les passes vaccinaux a été forte quand même. Et qu'il y a beaucoup de pays qui les ont enlevés probablement beaucoup plus vite que prévu. Et ne serait-ce qu'en France, hein, je vais vous dire, hein, je vais te dire, Teddy, le fait qu'on ait, nous, organisé des manifs, etc., en juillet devant l'Assemblée nationale, qu'il y ait des députés qui sont venus nous voir, qu'on a fait du lobbying et qu'on a évité que repasse cette loi qui devait intervenir en France à partir du 1er août et qui remettait un pass sanitaire en France aux frontières. On a évité ça. Donc on voit que ils font pas totalement ce qu'ils veulent non plus. Il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent de mieux en mieux ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne où on en est, qu'il faut se battre, qu'il faut se révolter, comme tu disais, et qu'on soit beaucoup plus unis aussi. Parce que ce qui me frappe, c'est notre retard sur certains pays. Aux États-Unis, il y a une opposition politique structurée à ça. On parlait de DeSantis, etc. En France, l'opposition politique visible, parlementaire autorisée, est très peu consciente de tout ça. On n'en parle quasiment pas. Enfin, quand on compare les discours de beaucoup de républicains américains comme DeSantis et d'autres, il n'y a pas que lui, et les discours à l'Assemblée d'un Mélenchon ou même d'une Marine Le Pen, etc., on est dans une prise de conscience d'un rapport de 1 à 10. DeSantis, ça, ils sont sur les vrais enjeux. Ils vous parlent de tout ce qu'on est en train de se dire. Nous, là, ils en parlent sans arrêt. Parce qu'ils savent que c'est les enjeux maintenant et de demain. De maintenant et de demain. Les autres sont encore un peu dans le petit jeu politicien, quoi. Un peu terre à terre, un peu bébête. Et il faut élever le niveau. Bah, c'est notre rôle, hein, c'est de faire pression sur ces gens-là pour élever le niveau, créer de la prise de conscience et créer de l'unité. C'est ce qui manque aussi beaucoup en France. Mais ça, c'est une vieille tradition. Toutes les tribus gauloises qui se tapaient sur la figure en permanence, on n'en est pas sorti. C'est vrai. Tu en parlais des manifestations que tu as menées maintenant depuis plus de 2 ans et tu continues. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de rencontrer, parce que tu es un des rares, et moi je peux le dire pour y être, un des rares hommes politiques qui va vraiment voir les Français, tu passes énormément de temps avec eux. À titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Énormément tout. Ça m'a apporté tout. Ça m'a apporté énormément de choses. Pour moi, c'est l'essence même de l'engagement politique, le vrai. C'est-à-dire être avec les gens, et tu le sais, parce que tu en es, tu es actif dans ces manifs, qu'il y a des gens de tout milieu, de tous âges, de toutes conditions, et donc on voit toute la France d'un coup. Et même au-delà, parce qu'il y a souvent aussi des francophones des pays à côté qui sont là. Et on voit aussi leurs espérances et leurs souffrances. Moi, j'ai eu je ne sais combien de fois des gens en pleurs dans mes bras qui me racontaient des suspendus, notamment des travailleurs suspendus, mais pas que, leur malheur ou leur désespoir, leur déprime, leur dépression, ou, pour leurs enfants, leurs craintes pour leurs enfants, etc. Donc, c'est une école de la vie en accéléré. Enfin, c'est à la fois... je vois pas comment on peut faire de la politique autrement, en fait, maintenant, je suis en train de me dire. Hein. Honnêtement, je vois pas comment on peut faire de la vraie politique autrement. On ne fait pas de la politique juste sur YouTube et à la télévision, c'est pas vrai. Ou même dans un hémicycle, c'est pas vrai. Ou même, je vais dire, un meeting électoral, c'est pas la même chose. Meeting électoral, je sais ce que c'est, j'en fais aussi. Enfin, on est devant, on parle, on s'en va. Pas la même chose, on a un public. Là, j'ai pas un public. Là, je suis en interaction avec les gens. Voilà. Et puis en plus, le deuxième effet très positif, d'abord, on pense qu'on a une efficacité concrète sur certaines choses, on a permis à des gens de regarder le moral, de se rencontrer, on a pu bloquer, j'imagine, certaines fois des mauvaises décisions, j'en suis absolument certain. Par exemple, je parlais de ce qui s'est passé cet été. Et puis, surtout, j'ai rencontré plein de personnalités de cet écosystème de la résistance, des avocats, des médecins, des universitaires, des présidents d'associations, des soignants, etc., d'autres partis politiques aussi. Et en fait, ça, c'est précieux parce qu'en fait, on a l'impression de renforcer justement ce combat pour l'unité et le rassemblement dont je parlais. Et en fait, on le fait concrètement dans les manifs aussi. C'est vrai que ça a rompu parce qu'il y a énormément de gens dans notre camp, entre guillemets, qui se sentent seuls. Et c'est vrai que ces manifestations, il faut la rappeler, c'est ouvert à tous. Bien évidemment, il n'y a pas que des adhérents patriotes qui viennent tous les samedis nous voir. Et c'est vrai que ça permet aux gens de se rencontrer. Il y a énormément de gens, de groupes qui sont créés, même des couples. Il y a énormément de choses qui sont créées. Finalement, on voit cette résistance de la rue. On voit le vrai peuple français qui se réunit et qui sait encore résister et se battre, passer à l'action. Donc moi, j'invite évidemment personnellement
tout le monde à venir. En plus, je peux le dire, ça se passe extrêmement bien. C'est familial, on a des enfants, on a des grands-parents, il y a de tous les âges, tous les milieux sociaux sont représentés. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, samedi, ça reprend. Oui, alors si cette vidéo est diffusée avant, je pense. Oui, Donc c'est samedi 19 novembre, c'est à Paris, 14 h, place du Palais Royal, et on ira jusqu'à la place Pierre-Laroque, parce que alors c'est la paix et la liberté qui sont nos mots d'ordre, mais on va aussi beaucoup parler de la réintégration des suspendus. C'est pour ça qu'on finit au ministère de la Santé, parce que cette affaire, ça commence vraiment à bien faire. alors Oui, cette vidéo, faut venir très très nombreux. cette vidéo Personne sera doit diffusée hésiter. demain soir à 20 h. Donc juste après ton live, je rappelle le live de Florian sur sa chaîne. Vous pouvez y aller demain D'accord, donc 19 vendredi h. à 20 h. C'est ça, donc je vais la monter juste après. Je rappelle aussi que pour ceux qui veulent rejoindre les Patriotes, pour une fois, c'est moi qui fais la promotion de la carte orange. Tu le fais bien. Alors, bah écoute, j'essaye. Vous pouvez rejoindre les Patriotes. Il y aura le lien sous la vidéo. Et vous pouvez aussi faire un don, car il ne faut pas oublier que dans toutes les manifestations, il y a énormément de femmes et d'hommes bénévoles qui, depuis 2 ans, sont là tous les week-ends, sacrifient de leur temps. Vraiment, c'est des sacrifices énormes, que ce soit d'un point de vue du travail familial. Et je pense qu'il faut avoir une pensée pour eux, même si vous ne pouvez pas, pour X raisons, mais les aider. Et ça passe aussi pour les dons, parce que ça coûte extrêmement cher de faire tout ça. Donc, si vous trouvez notre combat, et le combat de Florent, parce que ce n'est pas le mien, mais si vous trouvez ce combat juste, aidez tous ces bénévoles qui donnent énormément. C'est une véritable famille, ils tiennent. Moi, je les côtoie depuis 2 ans et je peux vous assurer que leur combat est juste et noble. Et ce sont des gens sincères. Des gens qu'on ne voit jamais, des gens de l'ombre, mais ils font un travail exceptionnel, sans qui ça serait difficile de faire tout ça, et surtout dans le plus grand des calmes, dans la meilleure humeur possible. Donc vraiment, si vous voulez pas adhérer, et ça je peux comprendre, faites un don, aidez-nous, ou alors venez le samedi, on sera sur place, on sera très heureux de voir le maximum de monde. Oui, et tu as bien raison de parler de tous les bénévoles, tous les volontaires qui sont. En fait, il n'y aurait juste pas de manifestation sans eux. On le sait bien. Ça Oui. n'est juste pas possible. Que ce soit la sécurité, l'organisation générale, la boutique, voir si tout se passe bien, nos vigilants qui regardent ici et là. Il peut se passer plein de choses et il se passe souvent des choses. Donc vraiment, moi aussi, je les félicite énormément parce que c'est une abnégation. C'est vraiment une vocation. C'est tout à fait admirable et extrêmement respectable. Et donc, effectivement, votre présence, votre soutien les aide également, eux, beaucoup à tenir. Donc voilà, moi je tenais à te remercier. Je suis très fier et très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Très content d'être avec toi en tant que bénévole depuis 2 ans. Samedi, pour ceux qui veulent venir, vous aurez l'occasion de voir Florian. Florian, il prend le temps d'aller voir vraiment tout le monde. Donc, je vous dis, pour certains samedi, sinon cette vidéo sera diffusée donc vendredi 20 h. Florian, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, Teddy. Merci. Abonnez-vous à la chaîne de Teddy. C'est ça. Allez-y, mettez un like. Vous pouvez la Mais mettre oui, ça coûte rien. Je le dis sans arrêt. Il faut juste cliquer sur un petit bouton. Faites ce petit geste. Il fait un gros boulot. Il se démène. Il faut le soutenir. Il faut l'aider. Abonnez-vous dès maintenant à sa chaîne. On essaie de faire le maximum parce que râler, c'est bien. Mettre dans l'action, c'est mieux. Et on a besoin du maximum de monde dans l'action. Merci à tous.